Après un tremblement de terre, un accordeur de piano aveugle est appelé pour inspecter un instrument de valeur dans un gratte-ciel endommagé. Mais son oui absolu ne perçoit pas seulement les notes du piano, elle entend la plainte du bâtiment lui-même. Il détecte la dissonance de l'acier qui se tord et du béton qui se fissure, une symphonie de la destruction que lui seul peut entendre. C'est une course contre la montre où l'oreille d'un musicien devient le sismographe le plus sensible. Si vous aimez les récits de tension où une perception unique peut faire la différence entre la vie et la mort, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde d'Adrien Bernard était une architecture de son. Aveugle depuis l'âge de 7 ans, sa mémoire visuelle du monde s'était estompée, remplacée par une cathédrale auditive d'une complexité et d'une précision extraordinaires. Il ne naviguait pas dans la ville par les noms de rues, mais par sa topographie sonore, le grondement grave du métro sous le boulevard Saint-Germain, l'écho aigu des pas sur les pavés de la place Dauphine, le murmure des feuilles des marronniers du jardin du Luxembourg. Son don, ou plutôt sa discipline, était l'oreille absolue. Il ne se contentait pas d'entendre des sons, il les identifiait, les disséquait, leur assignait une place précise sur l'échelle infinie des fréquences. Un klaxon n'était pas un klaxon, c'était un si bémol dissonant. La sonnerie d'une porte n'était pas une sonnerie, c'était un la à 440 Hz, la note de référence de son univers. Cette capacité avait fait de lui l'un des meilleurs accordeurs et restaurateurs de piano de Paris. Pour lui, un piano n'était pas un instrument de musique, c'était un organisme vivant, une structure complexe de bois, de feutre et de métal sous une tension énorme, capable de produire l'harmonie la plus parfaite ou la dissonance la plus laide. Son travail était celui d'un médecin, d'un chirurgien, qui écoutait les plaintes de ses patients, diagnostiquait leurs maux, une corde fatiguée, un marteau tassé, une table d'harmonie fissurée et leur redonnait leur voix. La ville, ce matin-là, était elle-même un instrument désaccordé. 2 jours plus tôt, un tremblement de terre d'une magnitude sans précédent pour la région avait secoué Paris. La secousse, bien que brève, avait été violente, laissant derrière elle une traînée de dégâts, de bâtiments fissurés, et surtout, une peur collective qui vibrait encore dans l'air. La ville n'était plus la même. Son bourdonnement familier avait été remplacé par un silence anxieux, seulement troublé par le son des sirènes et le bruit des travaux de déblaiement. C'est dans ce contexte de tension et d'incertitude qu'Adrien avait reçu un appel inhabituel. L'appel venait du syndic de la Tour Sélène, l'un des gratte-ciels de luxe les plus récents et les plus hauts du quartier de la Défense. La tour, une flèche de verre et d'acier de 50 étages, avait résisté au séisme, du moins en apparence. Mais le propriétaire du Penthouse, un riche industriel mélomane, s'inquiétait pour son bien le plus précieux. Un piano à queue Fazioli, un instrument d'une valeur inestimable, considéré comme le Stradivarius des pianos. Il voulait que le meilleur expert de la ville vienne l'inspecter, s'assurer que la secousse n'avait pas endommagé son mécanisme délicat. Adrien avait accepté, intrigué par le défi. Accorder un piano dans un bâtiment qui avait lui-même subi un traumatisme structurel était un problème acoustique fascinant. Il arriva au pied de la tour, guidé par son assistant, un jeune apprenti nommé Léo. Même de l'extérieur, Adrien pouvait sentir que le bâtiment n'était pas normal. Il ne s'agissait pas de ce qu'il entendait, mais de ce qu'il n'entendait pas. Le silence autour de la tour était trop profond, trop lourd. Une structure de cette taille devrait normalement produire une sorte de bourdonnement de basse fréquence, le son de sa propre vie, de ses systèmes de ventilation, de ses ascenseurs. Mais ici, le silence était celui d'un corps en état de choc. Il sentit une première vague de malaise, une dissonance qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais que son corps percevait avec une clarté inquiétante. L'entrée dans la tour Sélène fut comme pénétrer dans le corps d'un géant blessé. Le hall, habituellement un lieu de passage animé, était désert et silencieux. L'électricité avait été coupée dans la plupart des étages non essentiels, et l'éclairage de secours diffusait une lumière blafarde et spectrale. Le son de leurs pas, celui de la canne d'Adrien et les pas plus légers de Léo, résonnait sur le marbre avec une clarté anormale, chaque écho semblant raconter une histoire de vide et d'abandon. Ils furent conduits à un ascenseur de service, le seul encore en fonctionnement. La montée fut une expérience sensorielle étrange pour Adrien. Il était habitué au ronronnement doux et régulier des ascenseurs modernes. Celui-ci était différent. Il gémissait, protestait. Il pouvait entendre le bruit des câbles qui frottaient dans la gaine, le clac irrégulier des mécanismes de guidage. C'était le son d'une machine qui avait subi un traumatisme, qui fonctionnait, mais qui n'était plus en parfaite harmonie. « Vous entendez ça, Léo » murmura-t-il. Léo, le jeune apprenti, tendit l'oreille. « J'entends que ça fait du bruit, maître. C'est un vieil ascenseur de service. »« Non, » répondit Adrien. « Ce n'est pas un bruit. C'est une arythmie. » Il posa sa main sur la paroi de la cabine. Il pouvait sentir les vibrations, des vibrations irrégulières, des harmoniques parasites qui ne devraient pas être là. Il avait l'impression de sentir le pouls d'un patient fiévreux. Il ne dit rien de plus, mais son malaise grandissait.
Ils arrivèrent enfin au 50e étage. La porte de l'ascenseur s'ouvrit sur le Penthouse, un espace immense et luxueux, baigné de la lumière grise d'un ciel couvert par les immenses baies vitrées. Mais le luxe était maculé par le chaos. Des fissures parcouraient les murs en plâtre, des objets d'art étaient tombés de leur socle, et une fine couche de poussière de ciment recouvrait tout. Au centre de l'immense salon, trônait le Fasioli. C'était un instrument magnifique, un grand queue de concert dont la laque noire brillait même sous la lumière blafarde. Il semblait intact, une île de perfection au milieu de la destruction. Un ingénieur en bâtiment et un agent de sécurité les attendaient. L'ingénieur, un homme d'une trentaine d'années à l'air compétent et pressé, leur fit un résumé rapide. La structure principale de la tour n'a pas été touchée. Nous avons quelques dommages cosmétiques, des fissures superficielles, mais les piliers porteurs et le noyau central sont intacts. Nos capteurs n'indiquent aucune contrainte anormale. Le bâtiment est sûr. Vous pouvez faire votre travail. Adrien hocha la tête, mais il n'était pas convaincu. Il se dirigea lentement vers le piano, sa canne tapotant doucement le sol. Il remarqua que le son de sa canne changeait en fonction de l'endroit où il se trouvait. Près des murs extérieurs, le son était plein, mat. Mais au centre de la pièce, il semblait y avoir une légère résonance, un écho subtil qui venait du plancher lui-même, comme si le sol était légèrement en suspension. Il arriva enfin devant le piano. Il posa ses mains sur le bois froid et laqué. Il sentit la structure de l'instrument, sa masse, son équilibre. Puis, il s'assit sur le tabouret. Léo lui tendit son diapason. Adrien le frappa doucement contre son genou et le porta à son oreille. Le La pur à 442 Hz emplit le silence. C'était sa note de référence, son encre dans le monde du son. Il posa le diapason sur la table d'harmonie du piano. Le son s'amplifia, une note pure et parfaite. Mais Adrien entendit autre chose. Il entendit une interférence. Un battement. Une très légère fluctuation dans la pureté du son, une vibration parasite qui ne venait pas du piano. Elle venait, d'en dessous. Elle venait du bâtiment lui-même. Le bâtiment n'était pas silencieux. Il chantait. Et il chantait faux. Adrien resta immobile un long moment, son diapason vibrant toujours contre le bois du piano, ses sens entièrement concentrés sur cette dissonance subtile. C'était un phénomène acoustique complexe. Le son pur du diapason excitait une fréquence de résonance dans la structure du bâtiment, créant une onde stationnaire, un battement audible seulement pour une oreille capable de percevoir des variations de fréquence de l'ordre du centième de Hertz. Pour l'ingénieur et pour Léo, le son était pur. Pour Adrien, c'était un dialogue. Le diapason posait une question, et le bâtiment répondait. Et sa réponse était une plainte. Il retira le diapason et le silence revint, mais Adrien continuait d'entendre ce murmure structurel dans sa tête. Il savait qu'il ne pouvait pas commencer son travail d'accordage tant qu'il n'aurait pas compris la nature de ce son parasite. Accorder un piano dans un environnement acoustiquement instable était inutile. C'était comme essayer de peindre un tableau sur une toile qui tremble. Il décida de commencer son examen du piano, mais c'était un prétexte. Son véritable patient, maintenant, était le gratte-ciel. Il commença par jouer une seule note sur le piano. Un do central. Il ne frappa pas la touche fort, mais avec une pression douce et constante. La note s'éleva, riche et pleine. Il la laissa résonner, écoutant, analysant. Il entendit la vibration de la corde, bien sûr. Il entendit la résonance de la table d'harmonie en épicéa, le cœur du piano. Mais il entendit aussi l'écho de la pièce, la manière dont le son se réfléchissait sur les murs, le sol, le plafond. Et il entendit, superposé à tout cela, ce son étranger. Un gémissement. Un gémissement de très basse fréquence, presque un infrason, qui semblait monter des profondeurs du bâtiment. C'était le son du béton sous une compression extrême. Le son de la pierre qui souffre. Il joua une autre note, plus aiguë cette fois. Un sol de l'octave supérieure. Et il entendit un autre son parasite. Un sifflement. Un son fin, cristallin, d'une fréquence très élevée, qui semblait venir non pas du sol, mais des murs extérieurs, des grandes baies vitrées. C'était le son de l'acier sous une tension extrême. Le son des poutres métalliques de la structure qui s'étiraient, qui gémissaient sous une charge qu'elle n'était pas censée porter. L'ingénieur, qui l'observait, s'impatienta. « Alors, docteur, est-il très endommagé ?»« Le piano va bien, » répondit Adrien, son visage tourné vers le clavier, mais son esprit ailleurs. « C'est votre bâtiment qui est désaccordé. » L'ingénieur eut un petit rire condescendant. « Je vous ai déjà dit que le bâtiment est sûr. Nos capteurs sont formels. Il n'y a aucune contrainte anormale. » « Vos capteurs mesurent les déformations, dit Adrien. Moi,
J'entends les contraintes. Ce n'est pas la même chose. Votre bâtiment est en train de gémir. Il souffre. L'ingénieur leva les yeux au ciel, convaincu d'avoir affaire à un artiste excentrique. Écoutez, faites votre travail, s'il vous plaît. J'ai d'autres inspections à faire. Il sortit de la pièce, laissant Adrien seul avec Léo et l'agent de sécurité. Adrien ne se découragea pas. Il savait qu'on ne le croirait pas s'il ne présentait que des impressions subjectives. Il avait besoin de données. Des données acoustiques. Il décida d'utiliser le piano non pas comme un instrument de musique, mais comme un instrument de diagnostic. Un sismographe acoustique. Il allait utiliser les cordes du piano pour cartographier les plaintes du géant de béton et d'acier. Adrien commença l'examen le plus étrange de sa carrière. Il se transforma en un ingénieur du son, un sismologue de la musique. Son premier objectif était de séparer les sons du piano de ceux du bâtiment. Il utilisa des techniques d'étouffement, posant ses doigts sur certaines cordes pour annuler leurs harmoniques, isolant ainsi la fréquence fondamentale de chaque note. Puis, il commença à jouer des gammes chromatiques, très lentement, note par note, en partant des basses les plus profondes jusqu'aux aigus les plus cristallins. Et il écouta la réponse du bâtiment. Ce fut une révélation. Certaines notes ne provoquaient aucune réaction particulière. Mais d'autres, à des fréquences très spécifiques, faisaient entrer la structure en résonance. Lorsqu'il jouait le mi bémol de la deuxième octave, par exemple, le plancher sous ses pieds entrait en vibration, et le gémissement de basse fréquence du béton s'intensifiait de manière spectaculaire. C'était la fréquence de résonance fondamentale des piliers porteurs principaux de la tour. Et le fait qu'ils réagissent de manière aussi prononcée à une vibration aussi faible était un très mauvais signe. Cela signifiait qu'ils étaient déjà sous une tension extrême, qu'ils étaient prêts à vibrer, comme une corde de guitare trop tendue. Il continua son exploration. Il découvrit une autre fréquence de résonance dans les aigus, autour du fa dièse de la sixième octave. Lorsqu'il jouait cette note, c'était le sifflement métallique des murs extérieurs qui s'intensifiait. C'était la plainte des poutres d'acier de la façade, de l'exosquelette de la tour. Il était en train de cartographier les points de souffrance du bâtiment, en utilisant les notes du piano comme des sondes acoustiques. Il commença à jouer non plus des notes isolées, mais des accords, des combinaisons de notes. Il voulait voir comment la structure réagissait à des vibrations plus complexes. Il joua un accord de Do majeur. La réponse fut relativement stable. Mais lorsqu'il joua un accord diminué, un accord intrinsèquement dissonant et instable, la réaction du bâtiment fut violente. Le sol vibra, les murs sifflèrent, et il entendit un nouveau son, un bruit de frottement, de grincement, qui semblait venir de l'intérieur des murs. C'était le son des armatures d'acier qui frottaient contre le béton, un signe que des micro-fissures étaient en train de se former, que l'adhérence entre le métal et le béton était en train de céder. Il était en train d'écouter la symphonie de la rupture. Chaque matériau, chaque composant de la tour, chantait sa propre plainte, et Adrien était le seul chef d'orchestre capable d'entendre cette polyphonie macabre. Léo, son jeune assistant, le regardait avec un mélange de fascination et de peur. Il ne comprenait pas ce qu'Adrien faisait, mais il voyait la concentration intense sur son visage, la manière dont son corps entier semblait être à l'écoute. Il entendait les sons étranges, lui aussi, maintenant qu'Adrien les lui avait signalés. « Maître, murmura-t-il, qu'est-ce qui se passe ?»« Ce bâtiment va s'effondrer, dit Adrien, sa voix blanche et sans émotion. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et je pense que ce sera très, très bientôt. » Il se leva du piano. Son diagnostic était terminé. Il ne pouvait plus rien faire pour le piano. Mais il pouvait peut-être encore faire quelque chose pour les gens qui se trouvaient à l'intérieur. La certitude d'Adrien était absolue. Une conviction née non pas d'une peur irrationnelle, mais d'une analyse acoustique rigoureuse. Il quitta le Penthouse, suivi de Léo, et se dirigea vers le poste de commandement de la sécurité qui avait été installé temporairement au 45e étage. Il devait parler à l'ingénieur, il devait parler aux responsables. Il les trouva en pleine réunion, penchés sur des plans et des écrans d'ordinateur. L'ingénieur en chef, celui qui l'avait éconduit plus tôt, leva les yeux, agacé de le voir revenir. « Encore vous, l'accordeur ? Qu'est-ce que vous voulez ? Le piano est irréparable. » « Le piano n'a rien, dit Adrien d'une voix forte et claire, une voix qu'on ne lui connaissait pas. C'est la tour qui est irréparable. Elle est en train de subir une défaillance structurelle en cascade. Les piliers porteurs principaux sont sur le point de céder par écrasement, et l'exosquelette en acier est en train de se déformer au-delà de sa limite élastique. Ce bâtiment va s'effondrer dans les prochaines heures, peut-être même dans la prochaine heure. Un silence stupéfait accueillit sa déclaration. L'ingénieur le regarda, puis éclata d'un rire incrédule. « Vous êtes complètement fou. D'où sortez-vous ces absurdités ? Nos capteurs,
nos extensomètres, nos inclinomètres, tout est au vert. Il n'y a aucune déformation anormale, aucune contrainte critique. Vous êtes musicien, pas ingénieur. Retournez à vos notes de musique et laissez-nous travailler. Mes notes de musique sont mes données, rétorqua Adrien, sa passion le submergeant. J'ai utilisé le piano comme un analyseur de spectres. J'ai identifié les fréquences de résonance de la structure. Elles indiquent un état de contrainte critique. Le bâtiment est en train de crier, mais vous refusez de l'entendre parce que vos machines sont sourdes. Le chef de la sécurité, un ancien colonel de gendarmerie, s'approcha. « Monsieur, je comprends votre inquiétude, mais nous ne pouvons pas déclencher une évacuation complète, qui créerait une panique monstre sur la base de votre intuition auditive. Nous avons des procédures. Nous nous fions à la technologie. » Le mur de l'incrédulité était infranchissable. Ils étaient aveuglés par leurs écrans, par leurs données, par leur confiance arrogante dans leur propre technologie. Ils étaient incapables d'accepter qu'un homme aveugle, avec un instrument de musique, puisse voir, ou plutôt entendre, une vérité qui leur échappait. Adrien essaya une dernière fois. La dissonance. Vous ne la sentez pas? Le sol, il vibre. Les murs, ils sifflent. C'est subtil, mais c'est là. Votre corps le sent, même si votre esprit le nie. Mais c'était inutile. Ils le prirent pour un artiste hystérique, un homme dont l'imagination avait été déréglée par le tremblement de terre. On lui ordonna fermement de quitter le poste de commandement et d'attendre dans le hall du rez-de-chaussée qu'on l'évacue. C'était un renvoi, une humiliation. Il avait essayé de les avertir, mais ils étaient sourds. Il se tourna pour partir, le cœur lourd. Il savait qu'il venait de les condamner. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il attrapa le bras de Léo, son jeune assistant. « Toi et moi, lui murmura-t-il, nous allons prendre les escaliers. » Alors qu'il descendait les escaliers de secours, une cage de béton froide éclairée par des néons blafards, Léo ne comprenait pas. « Maître, pourquoi partons-nous? Et les autres? On ne peut pas les laisser. » « Ils ne nous écouteront pas, Léo, répondit Adrien, sa voix grave résonnant dans la cage d'escalier. Ils sont sourds. Leur confiance en leur machine les a rendus sourds. Nous ne pouvons sauver que ceux qui sont prêts à écouter. Ils descendirent en silence pendant plusieurs étages. Mais Adrien ne se contentait pas de descendre. Il écoutait. Il posait sa main sur les murs à chaque palier, sentant les vibrations de la tour. Et ce qu'il sentait confirmait ses pires craintes. La dissonance s'intensifiait. Le gémissement de basse fréquence, qu'il avait à peine entendu au 50e étage, était maintenant un grondement sourd et perceptible, même pour Léo. Le sifflement aigu, lui aussi, était devenu plus fort, un son strident qui semblait venir de toutes les poutres métalliques du bâtiment. « Vous entendez » dit Adrien. Le tempo s'accélère. Il expliqua à Léo, en termes simples, ce qui était en train de se passer. Il lui parla des micro-fissures dans le béton qui s'élargissaient, se rejoignant, créant des lignes de fracture. Il lui parla de l'acier qui s'étirait au-delà de sa limite, perdant sa capacité à supporter la charge. Il lui décrivit la musique de la destruction, un crescendo terrifiant qui se dirigeait vers un accord final cataclysmique. Ils arrivèrent au 30e étage et s'arrêtèrent. Adrien colla son oreille contre le mur. Le bruit était maintenant si fort qu'il n'avait plus besoin d'un piano pour l'entendre. Il entendait des clics secs et rapides, le son des barres d'armature qui commençaient à se rompre à l'intérieur du béton. Il entendit un bruit de frottement, de sable qui coule, le son du béton lui-même qui commençait à se pulvériser sous la pression. « Il ne nous reste plus beaucoup de temps, dit-il. Nous devons sortir. Maintenant. » Ils se remirent à descendre, non plus en marchant, mais en courant, leurs pas précipités résonnant dans les escaliers. Ils croisèrent quelques autres personnes dans les étages inférieurs, des résidents qui récupéraient des affaires, des employés de maintenance, mais personne ne semblait s'inquiéter. Ils étaient habitués aux bruits étranges d'un grand bâtiment. Ils ne possédaient pas le dictionnaire acoustique qui permettait à Adrien de traduire ces bruits en un avertissement de mort imminente. Ils atteignirent enfin le rez-de-chaussée. Le hall était toujours aussi silencieux et désert. Ils se dirigèrent vers la sortie. Un agent de sécurité, posté là, tenta de les arrêter. Personne ne sort sans autorisation. Ordre de l'ingénieur en chef. L'ingénieur en chef est un imbécile qui est sur le point de mourir avec tous ses capteurs, lança Adrien avec une fureur qu'on ne lui connaissait pas. Si vous tenez à la vie, sortez de ce bâtiment. Sa conviction, son autorité naturelle, était si puissante que l'agent de sécurité, déconcerté, recula d'un pas. Adrien et Léo franchirent les portes et sortirent sur le parvis. L'air frais, bien que chargé de poussière, leur parut une bénédiction. Ils s'éloignèrent de la tour, se retournant pour la regarder. De l'extérieur,
Elle semblait toujours aussi majestueuse, aussi solide. Rien n'indiquait le drame qui se jouait à l'intérieur. Debout sur le parvis, à une distance qu'il jugeait sûre, Adrien sentit une vague d'impuissance le submerger. Il était en sécurité, mais les autres, là-haut, étaient condamnés. Il y avait des dizaines de personnes dans la tour, l'équipe d'ingénieurs, les agents de sécurité, quelques résidents et des équipes de nettoyage. Il ne pouvait pas simplement les abandonner. Il devait tenter une dernière chose, un acte désespéré pour forcer l'évacuation. Il se tourna vers Léo. « Ton téléphone. Il fonctionne. » Léo hocha la tête. « Appelle les pompiers. » Le 18. Dis-leur qu'il y a une alerte à la bombe à la tour Sélène. Dis-leur que c'est une urgence absolue et qu'il faut évacuer le bâtiment immédiatement. Léo le regarda, choqué. « Mais, c'est un délit, maître. On va aller en prison. » « Nous irons peut-être en prison, Léo, répondit Adrien, son visage grave. Mais les autres seront en vie. Fais-le. Léo, après un instant d'hésitation, composa le numéro. Il transmit le message, sa voix tremblante, puis raccrocha. Ils attendirent. Quelques minutes plus tard, ils entendirent les sirènes. Plusieurs camions de pompiers arrivèrent à toute vitesse et se positionnèrent autour de la tour. La procédure, en cas d'alerte à la bombe, est simple et non négociable. Évacuation totale et immédiate. Ils virent les pompiers entrer dans le bâtiment, puis, quelques minutes plus tard, les gens commencèrent à sortir, en désordre, paniqués. Ils virent l'ingénieur en chef, qui protestait, arguant qu'il n'y avait aucune menace. Ils virent les agents de sécurité, les résidents. Ils sortaient tous, furieux d'être dérangés, maudissant le fou qui avait donné la fausse alerte. C'est à ce moment, alors que la dernière personne sortait du bâtiment, que le crescendo de la faille atteignit son apogée. Il y eut un son que tout le monde, cette fois, put entendre. Un grondement profond, sourd, qui sembla venir des fondations de la tour. Puis, un bruit de verre. Les milliers de fenêtres de la façade se brisèrent simultanément, comme si elles étaient soufflées de l'intérieur, créant une vague de cristal qui scintilla au soleil avant de pleuvoir sur le parvis. La tour sembla se tasser sur elle-même, d'un seul coup, de plusieurs mètres. Un nuage de poussière colossale jaillit de la base. Et puis, dans un silence irréel, le géant de verre et d'acier commença sa dernière et lente révérence. La chute de la tour Sélène ne fut pas une explosion, mais une implosion. Ce fut une défaillance structurelle d'une perfection terrifiante, exactement comme Adrien l'avait anticipé. Les piliers porteurs du noyau central, ayant atteint leur point de rupture, cédèrent d'un seul coup. Privée de son épine dorsale, la tour s'effondra sur elle-même, étage par étage, dans un mouvement de pancaking d'une efficacité redoutable. Le son fut apocalyptique. Un rugissement de béton pulvérisé et d'acier déchiré qui dura près de 15 secondes. Une immense vague de poussière et de débris déferla sur le quartier, obscurcissant le ciel et forçant les survivants et les sauveteurs à se jeter au sol pour se protéger. Puis, le silence revint. Un silence encore plus profond, plus lourd, plus définitif que celui qui avait suivi le tremblement de terre. Là où, quelques instants plus tôt, se dressait une flèche de verre de 50 étages, il n'y avait plus qu'une montagne de décombres fumants, un tombeau de béton et d'acier. Les survivants, qui se trouvaient à quelques centaines de mètres de là, se relevèrent lentement, couverts de poussière, leur visage un masque de stupeur et d'horreur. Ils regardèrent le vide dans le ciel, puis se tournèrent les uns vers les autres. Ils étaient vivants. Tous. L'ingénieur en chef, qui quelques minutes auparavant traitait Adrien de fou, était assis par terre, tremblant de tout son corps, incapable de parler. Il avait vu la mort de près, et il avait été sauvé par l'homme qu'il avait méprisé. Au milieu du chaos, alors que les pompiers commençaient à organiser les secours, personne ne prêta attention au vieil homme aveugle et à son jeune assistant, qui s'éloignèrent discrètement. L'enquête qui suivit fut longue et complexe. L'alerte à la bombe anonyme, qui avait sauvé des dizaines de vies, ne fut jamais élucidée. Les experts en démolition étudièrent les enregistrements de l'effondrement et conclurent à une défaillance structurelle en cascade, provoquée par des micro-fissures invisibles qui avaient été fatalement aggravées par le tremblement de terre. L'histoire de l'accordeur de piano qui avait entendu le bâtiment mourir fut racontée par les quelques survivants qui se trouvaient avec lui. Au début, on la traita comme une légende urbaine, le produit du choc et du traumatisme. Mais lorsque les sismologues analysèrent les enregistrements des capteurs acoustiques qu'ils avaient placés après le séisme, ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Les enregistrements montraient une augmentation exponentielle des émissions acoustiques de basse et haute fréquence provenant de la tour dans les heures et les minutes qui précédèrent l'effondrement. Les sons qu'Adrien avait décrits étaient là, gravés sur les disques durs. Sa perception subjective était une réalité physique. Adrien Bernard ne fut jamais officiellement reconnu comme un héros. Il préféra rester dans l'ombre.
Mais son nom devint une légende parmi les ingénieurs structurels et les acousticiens. On parla de l'effet Bernard, la théorie selon laquelle chaque structure possède une signature acoustique unique qui révèle son état de santé. Adrien, lui, retourna à son travail, à ses pianos. Mais il n'écoutait plus seulement les instruments. Il écoutait les salles, les bâtiments, les villes. Il entendait la musique secrète du monde, ses harmonies et ses dissonances. Il avait entendu la symphonie de la rupture d'un géant de béton, et cet accord final, suivi du silence le plus profond qu'il ait jamais connu, resterait à jamais gravé dans sa mémoire, non pas comme un traumatisme, mais comme la preuve que l'écoute la plus attentive est parfois le plus grand des actes de salut.